Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas être avec vous ce matin. Je suis sorti de mon lit pour faire cette présentation. Bon voilà, je vais essayer d'être à la hauteur de ça, malgré la grippe qui m'a saisi depuis 2 jours. J'ai eu le plaisir dans le cadre de ce projet-là de travailler avec Hugues et Jean-Paul Simon sur un état des lieux de l'agressivité et du fruité dans les eaux de vie commerciales, donc de Calvados. Et on a fait, vous allez voir, un travail avec à la fois des professionnels du Calvados, un panel entraîné que je ne vais pas aborder aujourd'hui pour une question de temps, et puis un travail qu'on a fait aussi avec des consommateurs. Donc pour votre information, donc je suis chargé de recherche à l'ESA d'Angers, l'école d'agriculture à Angers, et je suis spécialisé sur les questions d'évaluation sensorielle et de comportement alimentaire des consommateurs. Donc l'objectif dans le cadre de Monarque pour nous, c'était donc d'étudier, comme je vous l'ai dit, le fruité, l'agressivité du Calvados en travaillant avec des professionnels et consommateurs naïfs. Et pour commencer ce projet, de regarder notamment est-ce que on peut mettre en évidence un impact du moment de distillation et du type d'alambic qui a été utilisé. Et puis on a aussi commencé à mettre un premier travail sur les relations entre les notes fruitées et agressives et la composition aromatique des Calvados. C'est ce que je vais essayer de vous présenter du coup dans les quelques minutes qui commencent maintenant. Pour faire ce travail, il y a eu un gros travail de prélèvement qui a été réalisé par Jean-Paul Simon, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui est parti à la recherche d'eau de vie blanche. Alors c'est important que vous ayez en tête que l'ensemble du travail que je vais vous présenter, il a été fait sur des eaux de vie blanches, pas sur des Calvados terminés. Et donc même aux consommateurs, on leur a fait évaluer des eaux de vie blanches. Et donc Jean-Paul est allé, a pris son bâton de pèlerin, a fait le tour de l'ensemble de l'appellation pour récupérer des eaux de vie blanches. Et donc vous avez ici, parmi ces 36, on a un équilibre avec un certain nombre de produits faits avec des alambics type charentais, d'autres avec des colonnes. Et puis alors vous allez retrouver ces 3 petites lettres, précoce, intermédiaire et tardif. Alors là, ce sera Hugues qui sera peut-être meilleur pour vous faire la distinction entre le précoce, l'intermédiaire et le tardif, mais évidemment c'était en fonction du moment où le cidre était obtenu. Est-ce qu'on distille tout de suite après obtention du cidre, ou est-ce qu'on attend de manière plus importante? J'ai plus en tête les durées qui étaient sous-jacentes. L'ensemble de ces 36 eaux de vie ont été évalués par un panel. Donc Jean-Paul a formé un groupe de lycéens, des formations lycéens BTS de formation, des formations normandes. Il a formé 19 juges. Donc comme je dis, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et en fait, il a fait aussi déguster l'ensemble de ces eaux de vie à 21 juges, 21 professionnels, qui ont participé à 3 dégustations et qui ont évalué 3 attributs. Je vais vous présenter ça dans un instant. Et puis, l'ensemble de ces eaux de vie ont été par le Labéo analysées pour avoir une analyse aromatique de l'ensemble des composés aromatiques. Ce sera ma dernière slide à la fin de cette présentation. Évidemment, faire déguster 36 eaux de vie à des consommateurs, c'était un petit peu violent. Du coup, j'ai proposé de faire une sélection parmi ces 36. Et donc, sur la base de la caractérisation des 36, on a choisi 18 qui étaient à la fois très différentes, le trait est un petit peu abusif, c'est qu'il est différente, et qui nous permettait de continuer à explorer, comme vous le voyez sur le tableau en bas, les charentais, les colonnes, et puis ces 3 stades de distillation. Donc voilà, 18 vus par les consommateurs. Et en fait, pour simplifier ma présentation aujourd'hui, dans la mesure où j'ai pu tester que ce qu'on obtient avec les 18 est similaire à ce que j'avais avec les 36, je vais vous présenter l'ensemble des résultats professionnels et consommateurs basés sur ces 18 uniquement. Et du coup, je commence par les professionnels. C'est vous, certains peut-être d'entre vous qui êtes dans la salle. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à la dégustation de Jean-Paul dans la salle? 1 là-haut, 2. Ah oui, quand même. Cool. Ok, merci à tous. Donc, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Merci en tout cas d'avoir participé à cette dégustation. Donc, vous avez vu 36 eau de vie. Et donc, on a un protocole qui est le suivant. Vous avez évalué le fruité au nez et en bouche et l'agressivité au nez. Alors, on pourra débattre si vous le souhaitez. Jean-Paul n'a pas souhaité que l'on aborde l'agressivité en bouche. Vous verrez qu'avec les consommateurs, on l'a abordé. Il s'avère que c'est très corrélé, mais voilà, ça, ne soyez pas surpris, il n'y avait que 3 attributs pour les professionnels et 4 pour les consommateurs. Vous voyez ici le protocole que j'ai choisi, qui était de dire, voilà, on vous a fait venir 3 fois, à chaque fois, il y avait 12 Calvados en dégustation, et vous évaluez simultanément le nez et la bouche.
C'est important de l'avoir en tête, vous verrez par rapport aux résultats qu'ont les consommateurs. Parce que vous êtes des professionnels, parce que vous avez l'habitude de déguster des eaux de vie, on s'est autorisé à vous en mettre 12 par session. Et donc, vous êtes venu 3 fois. Alors, pour information, juste pour savoir que c'est quand même fait sérieusement, on a fait des codes anonymes pour pas que vous sachiez qu'est-ce qui était en dégustation. On a une randomisation des 36 eaux de vie sur les 3 séances, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des effets d'ordre et qui viennent modifier en fait les perceptions et biaiser nos résultats. Ce que l'on fait quand on a ça, j'ai donc 3 attributs avec des notes de 0 à 10 sur lesquels vous avez jugé l'agressivité ou le fruité. On fait une analyse de la variance et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des différences significatives. Ce que l'on voit, c'est qu'il semble que les tardifs, ceux qui ont été distillés plus tardivement, ont une agressivité un peu plus marquée et un fruité un peu plus léger. D'accord? Donc, plus on est tardif à distiller, il semble qu'en moyenne, c'est bien en moyenne, hein, il y a les 18, ça a fait pareil sur les 36, c'est en moyenne. Gardez ça aussi en tête, je parle bien de moyenne sur l'ensemble des 18. On voit aussi que l'odeur des eaux de vie distillées avec les Charentais sont un petit peu plus fruitées. Et par contre, pour la bouche, avec les professionnels, je dis que c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est plus compliqué pour les professionnels, c'est que le résultat est plus difficilement interprétable parce que ce que vous voyez, c'est peut-être petit sur votre écran, je m'en excuse, mais on voit que quand on fait la moyenne, quand on est sur les alambics en colonne, on voit pas trop de différence. Et quand on est sur le charentais, il semblerait que ce soit les intermédiaires qui étaient moins agressives, peut-être les précoces et tardives qui étaient plus agressives. Donc là, c'est un peu plus compliqué à interpréter et vous verrez qu'on n'a pas exactement le même résultat avec les consommateurs. Ce qui m'amène aux consommateurs. Donc là, on avait une vingtaine de professionnels et maintenant, on va passer à des consommateurs. On est sur des vrais consommateurs. Je travaille dans mon labo avec 1500 consommateurs sur Angers et je collabore ensuite avec d'autres équipes en France. Et donc, pour cette étude-là, on a travaillé avec 202 consommateurs à Angers et à Avignon. L'idée était d'avoir à la fois Angers, parce qu'on est près de bassin de production, on l'a beaucoup dans nos études aussi sur le cidre, travailler comme ça. Évidemment, on aurait pu aussi le faire à Caen, mais pour des raisons pratiques, on vous a proposé de faire ça à Angers. Et Avignon, c'était aussi pour intriguer des consommateurs qui sont un peu plus distants du produit par rapport aux Angevins. Alors, on a suivi, on s'est mis sur des consommateurs qui consommaient des eaux de vie et surtout des alcools forts. C'est pour ça qu'on a aussi une distribution un peu plus masculine que féminine. On a équilibré sur les âges et vous avez ici la fréquence de consommation de Calvados. On a, vous voyez, que 9% qui déclarent, on est sur du déclaratif, qui déclarent ne jamais consommer de Calvados, sachant que c'était pas un critère. On n'a pas sélectionné des consommateurs de Calvados, on a recruté des consommateurs d'alcool fort et d'eau de vie. Ces consommateurs dégustent bien ces 18 eaux de vie qui ont été présélectionnées. Et vous imaginez bien que mettre 18 eaux de vie dans la bouche d'un consommateur, c'est un peu, comme je vous l'ai dit, un peu difficile, un peu violent. Du coup, ce qu'on a fait, on a fait un protocole qui est le suivant. Un consommateur rentre en session une première fois et on va lui présenter 3 eaux de vie au nez. Alors, c'est évidemment l'une après l'autre, hein, il ne les a pas simultanément. Il va en avoir 3 et on va lui demander de les sentir et d'évaluer le fruité et l'agressivité. Et ensuite, on lui en présente 3 autres, à nouveau l'une après l'autre. Il va les mettre en bouche. On va lui demander à ce moment-là de ne pas, on lui pose plus de questions sur le nez, on lui dit mettez en bouche et évaluez l'agressivité en bouche. Ça veut dire que sur une session, il en a senti 3 et il en a bu que 3. Tout ça pour des problématiques d'alcool parce que alors vous savez peut-être cracher, mais les consommateurs ils ont du mal et même quand je leur demande de cracher, ils le font pas. Donc évidemment, si je leur en balance 12, vous imaginez en quel état ils vont sortir. Donc voilà, ça nous permettait de les faire travailler de manière aussi indépendante. Et vous voyez tout de suite, il y a un élément qui est différent par rapport à ce qu'on a fait avec les professionnels. C'est l'indépendance. Les professionnels, vous avez évalué nez et bouche en même temps. Les consommateurs, chacun des produits est vu indépendamment de son nez et de sa bouche. Les consommateurs reviennent 3 à 7 jours après et on reprend le même protocole avec d'autres eaux de vie. Et donc, vous comprenez bien que là, il y a 12 eaux de vie, il y en a 6 qui sont vues au nez, 6 qui sont vues et alors il y en avait 18. Donc, en fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un bloc incomplet équilibré. Ils ne voient pas tous, les 200 consommateurs ne voient pas tous les eaux de vie. Et donc, au final, chacune des eaux de vie est évaluée entre 40 et 90 fois. Ce décalage est dû à l'équilibrage difficile sur un tel plan. C'était normal que je n'arrive pas à tout équilibrer. Mais en tout cas, chaque eau de vie est vue
entre 40 et 90 fois au nez et en bouche, de manière indépendante. Pareil, petit truc en cristal, code anonyme, et évidemment, les consommateurs, dans une session, quand je vous ai dit 3 calvados au nez, 3 calvados en bouche, c'est pas les mêmes. C'est pas ils font pas le lien puisque c'est des numéros différents, et dans tous les cas, le plan de présentation est fait pour que ce ne soit pas les mêmes qu'ils aient dans la même session. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que nous disent les consommateurs sur le fruité et l'agressivité de ces 18 eaux de vie blanches en dégustation? Alors déjà, l'analyse de la variance, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est juste de savoir que ça permet d'identifier qu'il y a un impact des différents facteurs. On va avoir un impact de l'ordre de dégustation, de la ville, du genre, mais pas de l'âge. Je vais vous commenter ça dans un instant. Et puis, il voit vraiment des différences entre les produits. C'est-à-dire qu'une des hypothèses, une des questions qu'on avait au début du projet avec Hugues et Jean-Paul, c'est est-ce que les gens vont voir des différences de fruité et d'agressivité? Et donc là, vous l'avez sur la ligne produit ici. Oui, ils voient des différences. Maintenant, on va les regarder lesquelles. Alors, il y a un impact de la dégustation, de l'ordre de dégustation. Ce que vous avez ici, c'est qu'en fait, il y a un impact sur l'agressivité. La première eau de vie que vous sentez ou que vous mettez en bouche est toujours plus agressive que la deuxième et la troisième. Alors, ça veut dire qu'il vaut mieux prendre 3 verres et comme ça, au bout du troisième, vous avez l'impression que tout est fruité ou moins agressif. Bon, je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais dans tous les cas, en tout cas, voilà, il y avait évidemment, c'est important aussi pour ça dans les protocoles de dégustation qu'on implémente, que ce soit avec des professionnels, parce que c'est après la même chose, je l'ai pas testé. Mais en fait, on l'a déjà vu dans le vin, c'est qu'il faut toujours avoir des ordres différents dans nos protocoles pour bien intégrer ces effets-là, parce que voilà, le premier nous brûle un peu et donc il faut s'y habituer. Ensuite, il y a un effet de la notation des villes. Alors, ça, c'est un détail. Hein. On voit que les Avignonnais notent plus fort que les Angevins. Sont plus, je sais pas, plus villes, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça aurait donné avec des gens normands. Quoi qu'il en soit, voilà, on l'observe. Très honnêtement, je le partage, mais je vais pas tirer d'hypothèse. Ça aurait été que l'agressivité, on aurait pu penser que c'est lié à la distance au Calvados, mais comme c'est aussi sur le fruité, et je l'ai déjà observé dans d'autres études, c'est plus, je pense, un comportement global des gens du sud par rapport à des gens plus au nord. On a un effet lié au genre, pardon. On voit que les femmes notent un peu plus fort le caractère agressif des eaux de vie. Vous le voyez ici. Alors sur la bouche, c'est un peu moins vrai, mais on voit que les femmes notent un peu plus fort l'odeur. Et les hommes notent un peu plus fort le fruité que les femmes. Alors là encore, hein, on est à 0,8, c'est pas significatif, mais voilà, il y a une petite tendance. Les femmes seraient un peu plus impactées, on va dire, par l'agressivité, et les hommes seraient un peu plus sensibles au fruité. Alors, on est bien sûr, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, on n'est pas sur une question de est-ce que ça vous plaît ou pas. On ne leur a pas demandé est-ce que c'est une bonne eau de vie. On leur a demandé est-ce que vous la trouvez fruitée ou agressive, hein. Évidemment, par rapport à des perspectives de ce projet-là, on n'est pas du tout sur la question de l'acceptabilité et de la performance de cette eau de vie. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des différences sur l'effet produit. Ce que vous avez ici, c'est qu'en fait, cet effet produit, comme je vous l'ai fait pour les professionnels, on peut le décomposer en fonction du type d'alambic, du moment de distillation. Ce que l'on observe, c'est que les calvados, et ça c'est les consommateurs, cette fois-ci sur l'analyse des données des consommateurs, on retrouve que les calvados issus d'alambic type charentais sont perçus un peu plus fruités que ceux issus de la colonne. Les précoces sont légèrement plus fruités, c'est ce que vous avez ici, mais ce n'est pas significatif à 5%, donc on va le prendre avec un peu plus de précaution. Et par contre, l'analyse, on ne voit pas de différence d'agressivité au nez en lien avec le moment de distillation ni le type d'alambic à ce stade-là. Là, on est perception orthonasale, c'est l'odeur. Quand on passe en bouche, on voit clairement un impact du moment. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette histoire que le précoce sont perçus en moyenne, je le redis, c'est en moyenne un peu plus fruité, et que les précoces sont perçus un petit peu moins agressifs que les deux autres. Et on retrouve en bouche l'impression que le charentais est un petit peu plus fruité. Par contre, le type d'alambic, finalement, ne semble pas impacter de manière significative la perception agressive pour les consommateurs. En résumé, sur cette partie-là, en fait, on voit qu'il y a des points communs entre les consommateurs et les professionnels. Il n'y a pas d'opposition. Il y a des fois où ils ne perçoivent pas de différence. Quand on fait la moyenne encore sur ces 18, il semble, la distillation précoce favorise bien l'expression du fruité,
et limite l'agressivité des calvados. 2, un passage sur alambic charentais semble un peu plus favorable à l'expression des notes fruitées. Mais par contre, et ça va être la fin de la présentation, je vais vous montrer qu'il faut avoir en tête que je travaille sur des moyennes et qu'il y a une diversité derrière ces conclusions. On ne va pas pouvoir généraliser, c'est-à-dire que ce n'est pas systématique. Toute eau de vie passée sur charentais n'est pas obligatoirement plus fruitée. En effet, quand on met maintenant en relation toutes ces données, on va se rendre compte qu'il y a une variabilité au sein des charentais, au sein des colonnes, au sein des précoces, des intermédiaires et des tardifs. Donc là, ce que je vais, pour terminer, on a pris les 2 jeux de données, les professionnels, les consommateurs, avec les 3 et les 4 attributs pour les consommateurs, et vous verrez qu'on va rajouter par-dessus les molécules volatiles qui ont été dosées dans l'ensemble de ces 18 eaux de vie. Fait une AFM, une analyse factorielle multiple, on s'en fout, c'est pas la question, mais c'est juste que l'idée, ça me permet de remettre ensemble ces données-là. Et ce qui est joli, c'est que déjà, on voit un truc qui se passe sur les professionnels, c'est cette opposition que vous avez entre l'agressivité perçue et le fruité perçu. Alors, c'est peut-être une construction liée au protocole. Je vous l'ai dit, vous avez évalué simultanément l'odeur et la bouche. Donc évidemment, on peut avoir le fait qu'on essaye d'être cohérent. Ah ben, j'ai senti que c'était agressif, donc c'est pas fruité. Quand c'est fruité, c'est pas agressif. Et donc, vu que c'est fait en manière simultanée, on peut renforcer un peu cet effet-là. Néanmoins, je pense aussi que dans votre construction, dans votre représentation, il est fort probable qu'en effet, il y ait cette existence d'opposition entre votre fruité et votre agressivité. Et vous allez voir que finalement, les consommateurs sont d'accord avec vous sur ce qui est agressif. Ils sont d'accord que certaines des autres vies qu'on vous a présentées sont plus agressives que d'autres. Par contre, on a une petite différence, c'est celle qui est sur le fruité. Alors, je n'explique pas mathématiquement ce qu'il y a derrière, mais ce que vous voyez bien, c'est qu'ils ne vont pas dans la même direction. C'est-à-dire que c'est indépendant, et ça veut dire que finalement, les consommateurs n'ont pas jugé les mêmes produits fruités que vous, que les professionnels. Et donc, là, il y a un petit quelque chose, si on doit travailler sur la perception fruitée des eaux de vie par les consommateurs, il semblerait que ce n'est pas réellement corrélé avec votre propre perception qui visiblement s'opposerait à l'agressivité. Donc là, on aura à creuser, on est un peu dans le constat ici et on n'a pas eu les moyens d'aller beaucoup plus loin, mais c'est intéressant de l'avoir en tête quand on veut creuser sur le fruité perçu. Alors du coup, on va balancer les molécules volatiles qu'on a analysées. Il y en a beaucoup. Donc c'est piquant et j'imagine qu'en plus sur un écran, je ne sais pas si vous l'avez, si c'est visible. Et ce qui est intéressant surtout ici, c'est de voir que on a des molécules qui vont avec l'agressivité, mais là ce serait Hugues qui devrait faire cette slide. Hugues serait plus pertinent pour vous parler de ces résultats-là, il les commentera peut-être par la suite. Mais évidemment qu'on retrouve l'acétate d'éthyle. On s'y attend, c'est normal. On va retrouver cette molécule-là qui est reconnue comme apportant cette agressivité. Et après, on va trouver d'autres sur lesquelles on aurait préféré les voir ailleurs. Il y a certaines de ces molécules, je ne rentre pas dans le détail, ici, je n'ai pas le temps, mais qui sont attendues pour apporter plutôt du fruité. Malheureusement, il semblerait qu'elles sortent en même temps que l'acétate d'éthyle. Et quand on est dans l'observation de calvados commerciaux, finalement, on n'arrive pas à les dissocier, ce qui fait que ça tire vers l'agressivité. Là où on est un peu déçu, c'est que de ce côté-là, sur la partie fruitée, notamment fruitée perçue par les professionnels, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Alors, ne regardons pas celles qui sont au milieu, elles ne servent à rien. Je les ai laissées, mais en fait, on n'a rien qui est ici. Et là, on le constate, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça mériterait d'être approfondi, je m'en excuse. Là encore, ça ferait peut-être partie des suites intéressantes. On voit qu'il y a des molécules qui sont liées aux fruités perçus par les consommateurs, furfural, isobutanal, etc., qui sont un peu vers le haut. Difficile à ce stade-là de vous dire que ça, ce sont des molécules qui sont fruitées. Elles ne sont pas connues pour être fruitées. Elles sont plutôt sur des notes sucrées, des notes caramel. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur des associations d'idées, sur des représentations cognitives qui conduisent à dire ça, c'est sucré, donc c'est fruité. Et on le constate, ça méritera peut-être d'être approfondi. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même des produits qui ont été jugés fruités par les consommateurs, qui ont des molécules particulières qui pourraient mériter d'être intéressantes. Et les molécules qu'on aurait pensé être intéressantes
malheureusement, visiblement, sont associées aussi à des molécules qui sont agressives. Du coup, on n'a pas pu, sur cette partie-là du projet, les séparer pour... en tout cas, c'est pas comme ça. C'est que dans la réalité des eaux de vie qu'on a testées, elles sont au même endroit que les molécules qui sont agressives. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, ce sera ma dernière slide, je crois, que c'est en moyenne, quand je vous ai parlé du moment et du type de distillation, pourquoi je vous dis que c'est en moyenne? Alors ici, pardon, excusez-moi, je viens derrière l'ensemble de ce graphique-là, on a des produits qui sont à droite ceux qui sont les plus agressifs, en haut ceux qui sont fruités pour les consommateurs, à gauche ceux qui sont fruités pour les professionnels. Et en fait, quand on vient projeter les 18 produits, voilà ce que ça donne. Vous avez le produit C13 et A1 qui sont jugés comme étant plus agressifs, avec le C22 et le C4, le C11, C12 qui sont sans doute plus fruités et le C7 plus fruité pour les professionnels, etc. Mais là, ce que vous regardez, c'est qu'en jaune, vous avez les précoces. Et vous voyez que quand je vous ai dit tout à l'heure que les précoces sont sans doute plus fruités, oui, il y en a une majorité qui sont plutôt sur la gauche, mais vous en avez 2 qui sont à droite. Quand je vous ai dit que les tardifs étaient peut-être plus agressifs, alors là, c'est peut-être un peu plus vrai. Ils sont un peu plus à droite. Après, je vous ai dit les charentais sont sans doute plus fruités. Oui, mais en même temps, j'ai les charentais en bas. Donc, en fait, en moyenne, on va avoir des effets que je vous ai décrits. Mais après, évidemment, en fonction de la pratique individuelle, puisque là, ce sont des vrais eaux de vie. Donc, en fonction de vos pratiques individuelles, en fonction de votre matière première, en fonction de la qualité de vos cidres, etc., on va avoir de la modulation dans la qualité. Et ça, après, je vais laisser la parole à Hugues et à l'ensemble des intervenants aujourd'hui pour essayer d'expliquer, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer derrière cette variabilité-là. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce matin. Merci Ronan. Tu nous entends quand on parle micro? Oui. Ouais. Merci pour ton intervention, claire, nette. On rebondira un petit peu dessus plus tard. Alors, on peut faire passer des micros si vous avez. On a un peu de temps pour poser des questions. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais pas trop en avoir parce que je connais bien le projet. On a fait pas mal de choses avec Ronan, mais n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous interpellent, qui ont mérite d'être éclaircies. Oui, une question sur la notion de précoce, intermédiaire et tardif. Là. Si on peut préciser un certain délai ou un certain timing pour séparer ces 3 périodes. Alors, ce que disait Ronan, alors je ne sais même pas si c'est moi qui est le mieux placé pour en parler, ça aurait été sûrement Jean-Paul, parce que c'est lui qui a fait la collecte. Mais grosso modo, les précoces, c'est vraiment très tôt après la fermentation, donc c'est plutôt distillé sur des périodes janvier et février. On aura intermédiaire, je pense de mémoire que c'est plutôt mai-juin. Et puis après, de mémoire aussi, de tardif seraient des eaux de vie qui seraient reportées sur septembre. Donc voilà, on a à peu près. Et du coup, c'est sur ces tardifs-là où effectivement on a beaucoup plus d'évolution. Enfin voilà, pour à peu près schématiser, je sais pas des dates exactes. Hein, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Parfait, merci beaucoup. Vous disiez tout à l'heure qu'un des techniciens ne souhaitait pas juger de l'agressivité en bouche. Pour quelle raison? Il n'est pas là. Je ne réponds pas à la question. Je ne sais pas. Sa croyance personnelle, je comprends pas. On a débattu et pour lui, il disait mais non, les professionnels, ils évaluent pas ça et ça s'évalue plutôt au nez. Donc, et voilà, j'ai pas réussi à imposer ça, sachant que moi, je savais que j'allais travailler sur le fruité et l'agressivité au nez et en bouche. Et je vous avouerai que là, c'est un truc qui est passé, voilà, on en a discuté, c'est lui qui a fait la manip et j'étais pas là pour vérifier. Et voilà, j'ai pas réellement l'explication pourquoi Jean-Paul a milité pour ne pas l'avoir. Moi, je dois dire que les résultats sont assez cohérents par rapport à l'image qu'on peut s'en faire avant, en se disant que oui, les distillations tardives, les plus tard, sont en moyenne un peu plus agressives que les distillations précoces. Mais ça peut recouvrir une grande variabilité, effectivement, parce qu'en 2 mois de fermentation, si vous prenez une piqûre acétique ou si vous avez une attaque de Brettanomyces, ben oui, vous pouvez avoir une eau de vie très agressive ou une eau de vie dont les esters d'acétate ont été complètement mangés, et donc le fruité a disparu. Donc ça, c'est intéressant de voir que globalement, en moyenne, on retrouve quand même cette tendance.
Moi, j'avais une question sur le fruité. Pour les jurys de professionnels et les jurys, enfin les professionnels et les consommateurs, est-ce qu'il y a eu au départ un peu une mise, un partage sur c'est quoi le fruité, ou est-ce qu'on a posé la question spontanément et on a laissé chacun le faire avec ce qu'il pensait de ce qu'était le fruité? Ouais, c'est une très très bonne remarque. Et on a fait le choix de laisser les gens travailler dans leur propre représentation individuelle. Donc on n'a pas fait de calage. Donc je vous ai pas présenté le travail fait avec le panel entraîné, avec les étudiants et lycéens. Jean-Paul, lui, a fait un calage, a utilisé des molécules pour les entraîner. Alors, avec la question, c'est que c'est fait par un professionnel. Donc de fait, il a induit ses propres représentations. Ce qui fait que j'ai du mal à dissocier le résultat du panel entraîné de l'expertise individuelle que Jean-Paul a portée dans sa pédagogie. Du coup, sur les professionnels, c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir une approche pédagogique, mais dans la mesure, pardon, pas pédagogique, d'entraînement, mais dans la mesure où ce qu'on voulait montrer, c'était éventuellement rendre compte de cette dispersion de perception. Ça me semblait intéressant de laisser finalement se faire les choses et laisser travailler les uns et les autres sur leur propre perception individuelle. Et le consommateur, il y a une autre question qu'on aurait pu poser, et ça je vous avouerai que ce serait peut-être aussi des autres suites, c'est qu'on aurait très bien pu demander aux gens juste, non pas de leur suggérer fruité et agressivité, mais de les laisser. J'ai des techniques dans mon labo où on travaille plutôt sur les commentaires de dégustation, et j'aurais pu, et ça marche, de demander aux gens, pouvez-vous me décrire ces eaux de vie, pour voir est-ce que spontanément, quels sont les termes que les gens auraient utilisés spontanément. Est-ce que le mot fruité serait sorti spontanément? Est-ce que le mot agressivité serait sorti spontanément? On peut faire l'hypothèse que oui, plus facilement. Et ça aurait été intéressant. Après, vous savez comment ça fonctionne, un projet comme ça, il faut faire des choix. Et comme on avait une attente de statistiques pour pouvoir montrer l'impact que ça a aux différents moments de distillation et le type d'alambic, il me fallait une échelle, une variable à étudier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de mettre les termes devant l'esprit du consommateur. Merci. Justement, vous m'entendez? Justement, dans la lignée de cette remarque, sur votre schéma, là, il y a ce qu'on peut considérer être au sud du schéma où il y a toutes les molécules. Est-ce qu'elles sont attribuées à quelque chose? Parce que celui d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Là, il y a beaucoup de molécules qui sont considérées ni fruitées ni agressives, mais est-ce qu'on peut les attribuer à quelque chose? Et est-ce qu'on a posé la question au panel? Ouais. Est-ce que ça évoque quoi toutes ces molécules là, qui sont en dessous? En fait, ici, on est on n'a pas fait du tout une approche molécule par molécule. Ici, on est bien sur la projection supplémentaire des données mesurées par le LabEO, il me semble, et on vient rajouter au-dessus. La question que vous posez est hyper pertinente, mais ce serait plutôt la suite de Monarch, c'est-à-dire que se passe-t-il quand on prend une eau de vie, qu'on ajoute de l'isobutanol? Que se passe-t-il quand on rajoute du furfural? Que se passe-t-il? Il y avait le débat entre acétate d'éthyle et lequel, je me rappelle plus, acétate d'isoamyle par exemple, il y en a un qui est responsable de l'agressivité, l'autre des notes de banane. Si on arrive à montrer que, en les séparant, on a bien accès à des dimensions sensorielles différentes, et notamment plus de fruité ou moins d'agressivité, etc., ce serait super intéressant. Ça, c'est des stratégies d'ajout et d'addition et de soustraction des molécules qui nécessitent toute une artillerie méthodologique très très lourde, relativement lourde, et du coup dans le cadre du projet on pouvait pas le tester. Mais il est clair qu'il y a tout un intérêt à aller regarder derrière ces molécules, qu'est-ce qui se cache derrière chacune d'entre elles, ou en tout cas certains candidats qui ont un fort potentiel. J'y reviendrai. Alors, je reviendrai sur certains éléments dans l'après-midi par rapport à ces aspects de molécules et d'impact aromatique. On a quand même quelques données, on était parti sur des postulats en tout cas, mais je vous en parlerai cet après-midi. Je ne vais pas commencer à déflorer certains sujets. Mais on a quand même quelques éléments sur lesquels on a essayé de répondre et de travailler. Bonjour Ronan, moi j'avais une question sur le protocole, entre la distinction entre le panel de consommateurs et le jury pro. Finalement, moi,
d'un point de vue externe, on va dire, je trouve le protocole sur les jurys consommateurs peut-être un peu plus solide, parce que c'est ce qui a été évoqué, peut-être cette association cognitive, hein, ce souci de cohérence, le fait d'avoir dégusté au nez, à la bouche en même temps, et de vouloir être cohérent entre les eaux de vie qu'on note agressives et qu'ensuite on va juger moins fruitées. Enfin voilà, c'est plus une remarque, mais est-ce qu'il est prévu peut-être dans la suite d'avoir un protocole similaire, enfin de calquer le protocole jury conso sur les pros pour essayer d'éviter peut-être ce biais. Et j'en profite, j'ai une autre petite question dans la suite. Est-ce qu'il y avait une distinction, parce que finalement le jury conso était assez large, est-ce que ceux qui avaient l'habitude de déguster des eaux de vie, de boire régulièrement du Calvados, qu'on peut penser peut-être plus pro ou plus voilà, que les autres, est-ce qu'eux, ils avaient des résultats différents des autres jurys conso ou des résultats qui se rapprochaient plus du jury pro? Merci. Totalement d'accord sur la remarque sur le protocole. Là, pareil, hein, c'est une négociation avec Jean-Paul sur le fait d'imposer. Moi, j'aime bien aussi laisser les professionnels dans leur usage habituel, c'est-à-dire que généralement, on ne sépare pas les deux temps de la dégustation avec les professionnels. Moi qui travaille beaucoup dans le vin, c'est vrai que j'ai du mal à leur imposer ça. On sait que dans la vraie vie, on sait qu'il peut y avoir des perceptions et que la perception de l'odeur va avoir des conséquences sur notre évaluation aromatique. En même temps, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand je sens un vin, quand je suis avec mes amis, je suis en train d'ouvrir une bouteille, je sens et je mets en bouche et mon esprit va avoir à gérer cette cohérence entre ce que j'ai senti et ce que j'ai en bouche. Quelque part, on pourrait presque se demander s'il ne faudrait pas faire le protocole avec les consommateurs, faire le protocole qu'ont eu les professionnels, finalement, pour être plus près d'une réalité et accepter qu'il y ait cette interaction. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que quand je veux évaluer autant de produits avec des consommateurs, c'est compliqué. Donc, la question n'est pas évidente. Alors, maintenant, si c'est pour en effet montrer que les professionnels, qu'est-ce que serait intéressant pour voir est-ce que finalement le fruité des professionnels se retrouve là parce que c'est un problème, un biais méthodologique ou parce que c'est réellement la représentation, là, il n'y a pas le choix, il faudrait séparer. Tu as raison. Quant à la deuxième question que j'ai perdue, parce que mon cerveau n'arrive pas à tourner assez vite. La deuxième question, Ronan, c'était sur l'échantillonnage des consommateurs qui étaient plus réguliers sur le Calvados. Est-ce qu'ils avaient une perception différente des autres consommateurs? Ouais, ben en fait, le problème, c'est que j'ai un niveau. Hop là. Pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. J'en ai que 17%. De consommateurs. Donc en fait, en termes de segmentation, de finesse dans c'est quoi le régulier, j'ai pas assez de personnes pour pouvoir tester ça, donc je me suis pas autorisé à le tester. Il n'y a pas de doute qu'en effet, en fonction de votre connaissance, en fonction de ce qu'on appelle la proximité, la familiarité au produit, on va avoir une répercussion sur votre perception. La question serait intéressante de le faire avec des Normands, avec des gens qui ont vraiment une connaissance produit plus avancée pour regarder est-ce que ça change la représentation. Après, ici, l'idée, c'était de voir dans une population un peu plus large, donc voilà. Mais la remarque est très pertinente.